Bonjour à tous, bonjour Sophie, bonjour Pierre-Louis. Alors je suis Caroline Renoux, la fondatrice et dirigeante de Birdeo et People for Impact. Birdeo, c'est un cabinet de chasse de tête spécialisé sur les thématiques RSE et impact depuis 14 ans. Et People for Impact, c'est une plateforme que nous avons développée en 2020 qui rassemble des freelances experts sur des thématiques de la RSE pour des entreprises qui ont besoin d'accélérer sur ces sujets. Ce que nous constatons chez Birdeo et People for Impact, c'est que le besoin en compétences, en expertise et en accélération sur ces sujets ne cesse de grandir. On peut avoir besoin de gens sur du plus ou moins long terme. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Sophie et Pierre-Louis, avec qui nous travaillons régulièrement, qui vont nous expliquer la façon dont il fonctionne et puis surtout ce que ça peut apporter à la fois pour le freelance et pour l'entreprise. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter donc votre entreprise et puis votre parcours aussi, notamment sur la RSE. Sophie, on commence par vous. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, Sophie Perdrizet, je suis directrice RSE et communication pour le groupe Delachaux, qui est une entreprise B2B. On est dans le secteur industriel. C'est une grosse ETI qui est sur des marchés de niche dans l'intralogistique, le ferroviaire, le portuaire, tout ce qui est mine aussi. Donc une entreprise, un groupe qui fait à peu près 175 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'était les chiffres 2023. On a à peu près 4700 collaborateurs et 5 entreprises, voilà, de taille un peu différente, mais 5 belles entreprises qui sont indépendantes et on couvre un périmètre international. Voilà, donc ça c'est pour Delachaux. Et moi, mon parcours de la RSE a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Ou plutôt, si je remonte un peu plus, le premier job que j'ai eu... Tu fais partie des pionnières. Voilà, c'est ça. Le premier job que j'ai eu qui était chez Starbucks, j'étais acheteuse dans le monde du café et du lait. Et on se posait déjà des questions sur le commerce équitable. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le prémisse de la RSE. Et petit à petit, dans mon parcours, j'ai toujours voulu concilier les deux, le côté business que j'aime vraiment d'une organisation, sa stratégie commerciale, ses possibilités de faire de la croissance et vertueuse. Voilà, c'est vraiment le côté que j'essaie de concilier et la RSE est arrivée comme une évidence. Donc voilà, j'ai fait plusieurs années plutôt dans le secteur de la technologie, en dehors de l'Europe, en Amérique latine, et après chez Delachaux depuis maintenant 4 ans. Voilà, je laisse Pierre-Louis maintenant. À mon tour, donc Pierre-Louis Frouin. Oui, donc je suis freelance sur les thématiques RSE et environnement depuis 2020, donc bientôt 5 ans. Et avant ça, donc j'ai un parcours RSE qui a commencé en 2005. Alors la petite histoire, c'est que j'étais un petit peu en fin de cycle sur ma fonction actuelle, ma fonction à l'époque dans un grand groupe. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire après ça? Et donc je suis allé voir, la première personne que je suis allé voir, donc, en me disant, tiens, là j'ai peut-être quelque chose à gratter, c'était le responsable environnement. Et donc je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, écoute, ce que tu fais m'intéresse, je ne veux pas te piquer ton job, mais est-ce que tu peux m'en parler? Et il m'a dit, écoute, je quitte l'entreprise dans quelques mois. Donc ça a été le début d'une longue histoire. Et puis donc, j'ai commencé par faire donc, une quinzaine d'années dans une grande entreprise, donc, sur des fonctions d'abord plus environnement. C'était la grande époque de la D3E et de la ROS. Ceux qui connaissent. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que c'est? D3E, c'est la directive européenne sur le recyclage des équipements électriques et électroniques. Et la ROS, c'est la restriction sur le même type d'équipement de l'utilisation des substances, donc l'interdiction d'un certain nombre de substances dangereuses. Donc j'ai commencé sur ces thématiques et puis au bout de quelques années, je suis passé sur la problématique environnementale et sociale, mais du côté achat, donc sur la gestion des fournisseurs, supply chain,
Et ça m'a amené jusqu'à la fin de cette période et j'ai quitté l'entreprise donc, pour lancer une carrière dans le freelancing. Et depuis, donc, je travaille avec Burdeo et avec un certain nombre de clients, dont Sophie pour mon plus grand plaisir, sur ces thématiques-là, environnementales, RSE, en management de transition et puis une expertise sur un certain nombre de sujets. Voilà. Alors peut-être, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à prendre contact avec People for Impact ? Tout à fait. Alors moi, je partais en congé maternité. J'attendais mon deuxième enfant. Et je prends contact avec Burdeo en pensant un peu naïvement que j'allais pouvoir trouver quelqu'un qui allait me remplacer 5-6 mois dans ma fonction, donc quelqu'un plutôt de senior en RSE. Et en fait, mes premiers échanges avec Burdeo, j'ai bien compris que le marché était très tendu. Parce que peut-être, si je peux me permettre un ajout, donc les fonctions RSE et les compétences en RSE, on va dire que ça fait une grosse vingtaine d'années que ça existe, puisque les premiers directeurs RSE, c'était au début des années 2000. Après, depuis 2019, il y a une accélération très très forte sur les sujets et aussi un besoin d'expertise. Et depuis 2020-2021, clairement, on manque de compétences sur les sujets. Et puis, un directeur ou une directrice RSE, c'est quand même quelqu'un qui a une maîtrise très généraliste d'énormément de choses, avec une connaissance fine du business derrière. Tu en parlais, cette envie de faire du business. Donc, le copier-coller du remplacement n'existe pas. Je te laisse continuer. Et voilà, du coup, en discutant avec Burdeo, c'est un peu ce que je comprends. Et au cours de nos échanges, je me dis, au lieu d'avoir quelqu'un qui me remplace pendant 5 mois sur tous les sujets que je couvre, puisqu'il se trouve que chez Delachaux, je traite autant des sujets éthiques que des sujets environnementaux, que la partie communauté, leadership, sécurité, enfin c'est le vaste programme RSE du groupe. 5 mois, c'est extrêmement court pour apprendre en fait et pour déployer des choses. Je me dis, voilà, c'est peut-être mieux d'avoir un expert, de sélectionner 3 gros projets qui sont importants pendant que je ne serai pas là et de trouver quelqu'un qui puisse les mettre à l'œuvre. Donc voilà, c'est en discutant avec Burdeo qui me dit, nous on a une plateforme de freelancers, lançons la recherche et voyons si on trouve cette personne qui pourrait s'occuper de ces 3 projets, qui étaient donc une partie climat, une partie communauté, donc déjà assez diverse, et la 3e qui était la partie rapport de développement durable. Voilà. Et on a trouvé Pierre-Louis. Pierre-Louis, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ces 3 projets? Comment est-ce que tu as fait, toi, pour t'intégrer? Et qu'est-ce que tu penses que tu as pu apporter pendant cette période? Oui, donc alors au niveau de l'intégration, donc c'était une mission avec un grand nombre de jours, donc ça s'est fait facilement en venant sur le site, même si c'est vrai qu'on n'a pas fait de bisous très longtemps. Et après, il y avait un séquencement, donc c'était d'abord la première partie, c'était plus la partie communauté, puis après climat et le reporting des PEF. Donc je pense que ce qui a fait le succès de cette mission, c'est déjà la réceptivité des gens, et puis aussi le fait que j'ai amené quelque chose dans la lignée de ce que tu faisais, mais qui était un petit peu différent. Notamment sur l'aspect environnemental et sur la partie des PEF aussi, avec plus une compétence sur la déclaration de performance extra-financière, donc le reporting annuel qui est fait par les entreprises qui sont sujettes à la loi. Et donc, c'était reprendre les mêmes bases, les retravailler avec un petit peu de complémentarité, avec les mêmes gens, en faisant progresser l'entreprise aussi sur un certain nombre de thématiques que tu avais déjà lancées d'ailleurs sur l'environnement. Donc une expérience, je pense, positive pour l'entreprise du fait qu'il y a une continuité avec un léger changement, et puis pour moi très intéressante parce que
ça m'a permis aussi de découvrir des thématiques propres à l'entreprise, notamment sur la partie communauté, donc qui était super intéressante. Et alors, selon toi, Sophie ou Pierre-Louis, quelle est la différence avec quelqu'un qui viendrait, par exemple, en CDD, en imaginant qu'il existe, ou alors ou alors un cabinet de conseil en RSE classique? Je pense que j'ai déjà donné quelques petits éléments sur le CDD. La RSE étant, enfin, le poste de RSE étant un poste tellement large au niveau du périmètre, que vraiment trouver quelqu'un qui puisse apprendre très rapidement de tous les sujets et d'avoir un sujet assez mature sur chaque sujet, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est le mouton à 5 pattes. Donc voilà, je pense que c'était un peu illusoire. Et puis 5 mois, c'est extrêmement court. Donc j'aurais cherché peut-être un profil beaucoup plus junior, peut-être, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse tenir tête autant à un COMEX et de savoir adapter son dialogue aussi à des opérateurs et sur site industriel. Enfin voilà. Donc quelqu'un quand même avec un petit peu de bagage professionnel. Donc voilà, vraiment dans cette réflexion avec Burdeo, je me suis dit que c'était pas adéquat le CDD et un consultant externe, enfin une entreprise de consulting. Déjà, on n'a pas le même interlocuteur. Enfin, souvent, ça peut être 1 ou 2 personnes. On peut avoir un senior, un junior. Donc, le lien de confiance qu'on doit tisser est quand même plus compliqué. Enfin, déjà, pour les équipes à l'interne, de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous remplace, et en plus, vous mettez 2 ou 3 personnes, ils sont perdus. Donc là, voilà, mettre quelqu'un et leur dire c'est cette personne-là qui est en référent, mais sur ces 3 sujets, c'est tout, c'était beaucoup plus simple. Et on sait que la communication à l'interne est super importante. Du coup, pour moi, c'était une évidence d'avoir plutôt un freelancer senior qui crée ce lien de confiance plutôt qu'une entreprise de consulting ou un CDD qui se serait noyé dans toutes les missions qu'on lui aurait demandé de me remplacer à 100%. Et alors, au bout de ces 5 mois, que s'est-il passé ? Eh bien, au bout de ces 5 mois, on s'est dit qu'on avait encore besoin du soutien de Pierre-Louis. Il avait tellement bien défriché la partie climat et environnement. Non, mais de toute façon, on était dans une courbe en termes de maturité sur les sujets environnementaux qui était assez exponentielle. Et on s'est dit qu'on avait besoin d'un expert à nos côtés, plus sur la durée. Et du coup, on a demandé à Pierre-Louis s'il était d'accord pour rester notre expert sur ce sujet. Donc, on s'est mis d'accord sur 1 jour par semaine pour nous aider sur les différentes missions qu'on avait. Et je crois qu'on était plutôt contents d'avoir de la continuité avec nous. Voilà. Oui, pour rebondir sur ta question, je pense que il y a une chose qui est différente par rapport à des cabinets de consulting classiques, c'est qu'on recrute vraiment une personne. Et il y a eu un super fit avec toi, puis au-delà avec le directeur général et la plupart des gens que j'ai rencontrés. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas forcément marcher avec un cabinet où les gens sont plus interchangeables. Et par rapport à la problématique CDD, où le sujet est borné, là, au fait, une fois qu'on a établi une relation de confiance, on peut arriver, bon, alors évidemment, chacun a ses contraintes, mais on peut arriver à un niveau de flexibilité qui n'a plus rien à voir avec ce que peuvent offrir les autres contextes. Il y a un besoin ponctuel, je peux travailler dessus, il n'y en a plus, on diminue le niveau le nombre de jours faits, enfin, ça, je pense que c'est très appréciable. Surtout dans le contexte actuel où il y a beaucoup de nouveaux sujets qui arrivent sur la table des directeurs RSE et que on a besoin d'un peu de marge et de souplesse pour gérer tout ça. Merci. Et alors, déjà tu viens de le dire, beaucoup de nouveaux sujets arrivent sur la table des directeurs RSE. Est-ce que tu peux nous décrypter quels sont les sujets qui arrivent, comment on peut les aborder? Et puis après, peut-être, Pierre-Louis, comment est-ce que tu fais pour rester compétent sur tous ces sujets? Parce qu'on a parlé climat, on a parlé des PEF, donc déclaration de performance extra-financière. Tu vas peut-être nous mentionner d'autres choses. Voilà, donc les sujets et comment on reste compétent. Alors, les sujets, y a
ceux actuels, on va dire, CSRD, la nouvelle régulation européenne sur les rapports de durabilité. Donc ça, c'est un énorme morceau pour beaucoup d'entreprises. Donc savoir décrypter ce que dit la directive, ce qui s'applique à nous. Et il y a un morceau important dedans qui s'appelle la double matérialité, qui permet d'avoir un nouveau regard sur l'entreprise, pas seulement économique ou risques classiques, mais des risques environnementaux, sociaux, sociétaux, et en plus quantifiés financièrement. Donc ça, c'est quand même... Alors bravo pour l'explicatif de la double matérialité, parce que ça fait quand même partie des définitions très complexes. Ouais. Mais bravo, je pense que c'était très clair pour tout le monde. Merci. Oui. Gros travail du directeur RSE de savoir simplifier ce qu'on fait et pouvoir embarquer un maximum de gens. Donc voilà, CSRD. Après, on a un énorme défi sur la partie climat. Vous n'êtes peut-être pas forcément habitués à... les méthodologies de calcul du bilan carbone. On va dire qu'il y a 2 étapes plutôt faciles qui sont notre calcul à nous, de nos empreintes à nous, dans nos opérations. Ça, c'est de l'information qu'on va avoir facilement. Et puis après, il y a tout ce qui est en amont et en aval, nos fournisseurs, l'impact qu'ils ont, l'utilisation de nos produits, la logistique et tout ça. Et énorme défi d'aller collecter cette donnée. Et pourquoi c'était si important, et ça l'est pour la plupart des entreprises, parce que c'est là où est notre impact majeur. Donc si on veut faire une feuille de route de décarbonisation, il faut intégrer ce qu'on appelle le scope 3. Et là, toute seule, scope 3 peut-être on ne peut pas y arriver. Et scope 3, c'est ça, c'est vraiment nos impacts, notre empreinte carbone en amont et en aval de notre chaîne de valeur. Donc ce que je disais, les fournisseurs, leur empreinte, la logistique, l'utilisation des produits, la fin de vie des produits. Voilà. Donc ça, c'était un autre morceau qui est toujours sur notre table et qu'on traite avec... Pierre-Louis nous éclaire vraiment sur ce sujet. Dans ce même esprit, il y a tout ce qui est économie circulaire aussi, qui est une réponse. La décarbonisation, c'est de se dire comment nos produits sont plus verts, mais comment on crée des business models différents, plus vertueux. On réutilise nos déchets, etc. etc. Donc plein de questions aussi. Pareil, on compte sur l'aide de Pierre-Louis pour ça. Après, je fais un peu en décousu, excuse-moi. Toujours dans la partie régulation, on a la taxonomie. Je ne sais pas si tout le monde est... Je pense que tu peux donner... Je peux donner une définition simple. Tout simplement, c'est une façon de présenter son entreprise plus sous un aspect financier, à savoir si elle est verte ou pas verte, et si elle est verte, à quel pourcentage de son activité, et qu'est-ce qu'elle fait de l'autre partie de son activité qui n'est pas très verte, qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle devienne verte. Ça permettra des gens qui veulent financer, investir dans notre entreprise, de savoir quel est notre statut aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Donc ça, c'est plein de calculs, plein de régulations, où il faut vraiment décortiquer, des exercices à faire à l'interne. Pareil, on a l'aide de Pierre-Louis pour ça. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. En tout cas, déjà, tu démontres à quel point tu as pu travailler sur la communication du sujet, parce que c'est vraiment des notions qui ne sont pas simples. Pierre-Louis, comment est-ce qu'on fait pour être performant, connaître, comprendre tous ces sujets ? Au fait, soyons honnêtes, on ne peut plus. Il y a trop de diversité et de champs différents entre le juridique, l'expertise environnementale, le social. Donc un expert RSE ne peut pas être expert de tout. Voilà, ça c'est le point de départ. Après, on peut avoir un profil relativement généraliste qui permet de traiter pas en profondeur, mais au moins d'aborder tous les sujets. Et comment fait le freelance qui est tout seul avec ce type de demande ? La première chose, c'est qu'on est quand même maintenant dans un environnement où l'accès à l'information et à la formation est assez facile. Donc il y a une auto-formation permanente avec typiquement les nouveaux sujets réglementaires. Ça, c'est des choses qu'on peut appréhender, il y a beaucoup de ressources. Il y a autre chose aussi, c'est de savoir quand on ne sera pas capable d'aller au fond des choses et dans le cœur du sujet et de faire appel à son réseau pour aller chercher
des compétences ailleurs. Donc ça a été le cas notamment. Je me permets d'insister là-dessus. C'est vrai que nous, dans notre recherche de candidats, que ce soit pour la partie recrutement en CDI ou la partie freelance, ça fait vraiment partie des points qu'on va étudier. C'est est-ce que la personne a un réseau sur le sujet. Donc je vous encourage vraiment. Je te laisse continuer, pardon. Et puis, donc vraiment, il faut choisir en fonction de chaque sujet ce qu'on peut apporter, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on le fait seul, est-ce qu'on implique quelqu'un, est-ce qu'on le fait à plusieurs. Et enfin, moi, par exemple, ça m'est arrivé de faire appel à un autre freelance, People for Impact, en mode coaching, ce qui permet de gagner en temps, en efficacité et en satisfaction client. Je pense pouvoir faire le job, mais comme je veux le faire parfaitement, je me fais aider d'un tiers pour apporter le service au client. Merci. Alors, il y a énormément d'entreprises ou de collaborateurs qui s'adressent à nous parce qu'ils ont envie de se mettre sur les sujets RSE. Sophie, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Et puis, Pierre-Louis, continuer sur être expert freelance en RSE. Alors moi déjà, c'est peut-être parce que c'est un peu l'approche qu'on a au sein du groupe. Peu importe la fonction que vous avez, essayez de regarder différemment votre fonction avec des lunettes RSE. Parce que finalement, c'est ça le but du jeu. C'est pas de mettre plein de responsables RSE dans le groupe, c'est plutôt de faire évoluer les fonctions du groupe avec cette dimension de durabilité. Donc si je suis en achat, si je suis en logistique, si je suis au marketing, en RH, il y a des lunettes RSE pour regarder différemment mon métier. Voilà. Donc ça, pour moi, ce serait la première étape. Après, si ça ne nous convient pas, cette projection qu'on fait de notre métier plus les lunettes RSE et qu'on veut vraiment peut-être développer autre chose, un responsable RSE, comme disait Caroline, il ne peut pas tout savoir et on embarque de plus en plus de sujets. Donc c'est une capacité à apprendre rapidement, avoir cet esprit un peu d'entrepreneur, parce qu'en entreprise, on prêche, on évangélise beaucoup sur le sujet. Et cette capacité à mener des projets de transformation, parce que c'est vraiment la transformation du business pour qu'il soit plus durable. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour moi des compétences à avoir, ou en tout cas d'avoir de l'appétence pour ça, parce que c'est ce qui vous attend si vous souhaitez passer en RSE. Et après, il y a plein d'autres métiers, plus d'expertise, notamment dans le climat, sur le carbone, sur la biodiversité, voilà, ça sont des expertises différentes dont les directeurs RSE s'entourent, soit en interne, soit avec des freelances. Et ça, il y a des formations là-dessus. Voilà. Et je pense qu'on peut effectivement évoluer vers ça aussi. Merci Sophie. Et Pierre-Louis, comment devient-on expert freelance en RSE? Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? Et peut-être peux-tu nous parler aussi d'autres types de missions et de clients que tu as? Oui, alors comment on le devient, je serais pas forcément bien placé pour en parler parce que moi, il y a une bonne partie de hasard. Maintenant, il y a les compétences personnelles au moment où on fait le pas sont importantes, d'avoir une base de départ. Après, je dirais les besoins sont tellement multiformes aujourd'hui et les clients ne se ressemblent pas que c'est difficile d'apporter une seule réponse. Il y a des clients qui ont vraiment besoin d'une petite expertise très ciblée. Et là, il faut avoir développé la dite expertise antérieurement ou avoir fait un certain nombre de missions qui ont permis d'approfondir. Au-delà donc, de tous les éléments de formation et d'accompagnement dont j'ai déjà parlé. Et donc, il y a quand même pas mal de missions de ce type. Et après, si je reviens au cas de la chaux, là où on est plus sur une mission au fait de généraliste RSE, c'est assez proche d'un rôle de responsable RSE. Là, je pense que c'est important d'avoir vraiment un bon background et une expérience globale sur le sujet, parce que si on n'a pas vu arriver une fois une thématique environnementale, une autre fois une thématique réglementaire, et si on ne sait pas comment les aborder, et donc il y a pas mal de petits sujets comme ça,
ça devient assez compliqué de répondre aux demandes. Donc, en fonction du type de mission, soit très technique, très ciblée, soit plus généraliste, des réponses différentes avec, je pense, un rôle plus de l'expérience sur les missions à large bande, on va dire, et plus d'expertise et de connaissances sur les missions pointues. Donc il y a vraiment quand même une flexibilité qui est nécessaire. Et peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est une forme de maturité professionnelle, c'est-à-dire toute l'expérience que tu as eue avant, que ce soit en RSE ou pas en RSE, te permet aussi d'aborder les clients et d'être au mieux avec eux pour faire passer les changements. Oui, alors l'expérience est fondamentale, ça c'est sûr. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas déjà un vécu dans ce monde-là et dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment difficile de démarrer ça. Après, il y a un certain nombre de sujets où c'est plus facile, mais même si on parle par exemple de sujets réglementaires, où là, l'expertise juridique, on peut l'avoir de par ses connaissances, ses études. Le fait de la décliner dans l'entreprise, de la mettre en musique, de pouvoir accompagner les clients sur le sujet, ça demande quand même un certain nombre un peu de vécu sur ce qu'est une entreprise, avoir compris la culture de l'entreprise et de savoir comment implémenter les nouveautés et les nouvelles exigences dans l'entreprise. Donc oui, là, ça devient difficile de se passer d'expérience professionnelle. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Sophie, un dernier conseil peut-être à donner pour les entreprises qui souhaitent avoir des experts autour d'eux pour les aider à accélérer sur les sujets? Je reprendrai juste quelque chose qu'on a déjà cité. On ne peut pas tout couvrir. Je parle en tant que directeur RSE, on ne peut pas couvrir tous les sujets. Donc, il va falloir qu'on fasse appel à du support, à de l'expertise, que le freelance est une très bonne manière d'avoir vraiment de la qualité et une relation de confiance et de pouvoir faire appel après à cette personne dans un futur proche. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, on a besoin de s'entourer et que le freelance, c'est vraiment une bonne réponse à ça. Donc n'hésitez pas. Commencez par des petites missions peut-être pour vous habituer à travailler avec quelqu'un de l'extérieur comme ça. Et puis après, vous verrez, vous y prendrez goût, comme chez nous. Sophie, Pierre-Louis, un immense merci. Et surtout, si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de Burdeo ou de People for Impact. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.